Good Evening Business, le débat. Avec Samuel Botton, avec Rodolphe Bonas, avec Frédéric Farah, nous parlons pouvoir d'achat parce qu'on a eu une grande séquence évidemment cette semaine avec la fin entre autres des négociations commerciales. Je ne sais pas si on a un chiffre là, 10% de hausse en moyenne là à peu près. C'est ce qui est dit. Après, c'est avec il y a eu des gros écarts apparemment. Il y a eu des gros écarts. Il y a quelques gros écarts. C'est toujours comme ça. Et le panéliste Nielsen qui nous dit qu'ils vont répercuter 4 à 7% seulement les distributeurs. C'est ce que vous avez aussi. Oui, c'est à peu près ça parce qu'il y a une compétitivité prix qui est quand même assez forte en ce moment. Évidemment. Écoutez, malgré tout le gouvernement, on a entendu Bruno Le Maire hier qui veut continuer à agir sur le pouvoir d'achat. On a entendu Bruno Le Maire hier et Elisabeth Borne a pris le relais sur le sujet tout à l'heure. Écoutez. Vous savez que le ministre de l'économie travaille activement, y compris en demandant à la fois aux grands industriels et à la grande distribution de prendre aussi leurs responsabilités face aux inquiétudes des Français pour que les prix n'augmentent pas effectivement et qu'on n'ait pas ce Mars rouge que vous mentionnez. On fait tout pour que ces prix et cette inflation soient contenus et quant aux mesures, on aura l'occasion d'y revenir prochainement. On va y revenir prochainement, le 15 mars. Ça laisse le temps de cogiter. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire fondamentalement ? En fait, pas grand-chose. Pas grand-chose. Alors là, pour le coup, on va vraiment rentrer dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, il faut faire la distinction entre distributeur et industriel. Oui. Alors ça y est, le gouvernement a fini par comprendre que finalement, les prix n'étaient pas fabriqués que par les distributeurs. Il y avait aussi les fabricants de produits qui, quand ils vendaient un produit, finalement, ça faisait le prix à la fin qu'on achète. Oui. Donc là, on a fini par le comprendre. Donc il faut comprendre, côté distributeur, les marges de manœuvre sont relativement restreintes. Pourquoi ? Parce que les marges d'un distributeur sont restreintes. Il faut savoir que la marge moyenne se situe par magasin entre 1,5% et 3%. Ça veut dire que pour arriver à fabriquer un wow effect, vis-à-vis de nous, les consommateurs, c'est pas avec 1,5%, 3% que vous allez faire la différence. C'est pas là que ça va se passer. C'est vraiment au-dessus. C'est dans les marges qui se passent ailleurs, chez les industriels, chez les grossistes, chez les intermédiaires, jusque revenir aux fameux producteurs. Parce que toute cette histoire, il faut pas non plus que ça vienne pénaliser les agriculteurs. C'est-à-dire que plus vous allez serrer en bas, plus en haut, ça sera compliqué. Donc, il y a vraiment là, la marge de manœuvre, elle est quand même très très faible et je pense que le gouvernement est en train de s'en rendre compte. Frédéric, comment est-ce que vous regardez cette séquence, vous ? Que peut faire le gouvernement si tant est qu'il puisse faire quelque chose finalement pour vous ? Bon, je pense que ce que peut faire le gouvernement, c'est pas énormément de choses. Bon, il peut être partie prenante, inviter les uns et les autres à se rencontrer, à faire des pressions d'ici de là. Mais la vraie question, elle est toujours la même, c'est-à-dire la question aussi des salaires, qui est une question centrale et qui, à mon avis, est un problème parce que même si le front de l'emploi se porte bien, donc ça fait des salaires distribués, mais lorsqu'on observe les statistiques que nous disent l'INSEE, la DARES et autres, le rapport inflation-salaire est défavorable au salaire. Donc ce qui fait que, effectivement, de ce côté-là, ça coince. Alors on peut essayer d'agir sur les prix. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il fait ça depuis un moment. Distribue des chèques. Il distribue des chèques divers et variés. Comme il voit que dans l'alimentaire, la situation se dégrade pour un grand nombre de Français, il doit mettre en place un chèque qui est attendu mais qui ne vient pas. Il fait ça avec un bouclier tarifaire de l'autre côté. Donc en fait, lorsque la consommation des ménages se tasse ou ralentit, c'est donc l'État qui prend le relais, donc ça se traduit par une augmentation de la dépense publique et donc de la dette. Donc, en fait, c'est l'État qui porte les choses, mais la question centrale, c'est effectivement la question des salaires, parce qu'on est dans une situation où une croissance a lieu, des investissements ont lieu, des emplois sont créés, mais en même temps, le niveau de vie d'un nombre croissant d'individus et de ménages se tasse. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement ne régule ni les prix ni les salaires dans ce pays, Samuel. On n'y est pas encore. Après, sur la question en elle-même, c'est ironique que cette situation survienne en plein salon international de l'agriculture. Là où on est sur des questions qui sont au centre, sur la question de la grande consommation. Espérons que le cartel de la compote aura une réaction mesurée face aux annonces du gouvernement. Sur le reste, on renvoyait aussi, pour renvoyer à la phrase de Michel-Édouard Leclerc sur la question des robots, je pense que c'est une question qui est prégnante aussi dans la grande distribution. Ça recoupe la question des salaires, la question des marges. Tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a aussi les 3 piliers de population qui, eux, sont les plus impactés. Les étudiants, moi j'étais étudiant il y a 10 ans, c'était déjà dur et je peux vous assurer que ça l'est moins qu'aujourd'hui. La question des seniors qui sont aussi en plein dans les retraites. Alors là, pour le coup, vous me disiez, est-ce que les Français ils sont prêts à assumer une séquence de grève ? Oui.
Par contre, un nouveau boulet d'étranglement de ce type, pas forcément. Ça marque aussi une rupture dans les habitudes de consommation. Avec le Covid, beaucoup de familles, beaucoup de ménages avaient réussi à épargner, à mettre de côté. On a senti une vague de plaisir, on a lâché les vannes à la sortie des confinements. Ouais. Aujourd'hui, pour reprendre la phrase d'un ministre, c'est la fin de l'abondance. Ouais, on n'a plus le matelas. Le matelas sur ces populations qui avaient épargné pendant le Covid, il était consommé. Qui sont effectivement les précaires, qui sont les plus sensibles à cette hausse des prix de l'inflation. Et ce qui m'alerte, ça bouffe une grosse partie du revenu disponible, évidemment. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, dans la grande distribution, tous s'accordent finalement à dire il y a nécessité à faire des paniers premier prix accessibles à tout. Personne ne s'accorde à le dire en phase avec le gouvernement. Personne ne mène forcément aussi d'initiatives communes. C'est bien, les initiatives, elles sont là. Moi, je déplore juste l'aspect communication, c'est tout. On va écouter Michel-Édouard Leclerc, justement, qui a réagi ce matin à la fin des négociations commerciales. On sent qu'il en a encore après les fournisseurs, parce qu'il estime que certains fournisseurs se sont un petit peu cachés derrière les problèmes des agriculteurs pour essayer de demander des hausses assez considérables. Écoutez ce qu'il disait ce matin, tiens. Moi, je trouve bien la loi telle que le président l'a exprimée, d'ailleurs, au Salon de l'Agriculture, qui consiste à donner de la rémunération à l'agriculteur. Mais tous les deux, là, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. On m'a imposé de pratiquer des marges de minimum de 10% sur de l'alimentaire, par exemple, marge minimum sur de l'eau d'évian. Dites-moi en quoi ça va ruisseler vers les agriculteurs. On m'oblige à vendre le coca avec une marge de 10% minimum, au moment où on me demande de casser les prix. Dites-moi en quoi ça va arranger les agriculteurs. Et le cacao et le café, vendre cher le cacao et le café alors qu'on ne produit pas de cacao et de café en France. Vous voyez, je me bats. On a une négociation, mais on a un cadre législatif qui est pas clair et qui est le fruit d'un lobby d'industriels multinationales. C'est des belles boîtes, c'est des grandes marques, on les achète avec plaisir. Elles font 65% du marché d'un hyper, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gros qui se planquent derrière les petits. Voilà, Michel-Édouard Leclerc, très cash comme... Est-ce que les industriels ont tous les torts dans cette histoire Alors, Rodolphe, attention, pas tous les industriels. C'est-à-dire que là, il faut bien faire la distinction entre les grands groupes internationaux, Unilever, Danone, Procter & Gamble, bref, Nestlé. Cités comme les retardataires ces dernières heures. Exactement, tout à fait. Où là, vous avez vraiment des combats de titans. Et de l'autre côté, des industriels qui sont des PME françaises, la plupart du temps, qui sont des petites boîtes et qui, eux, finalement, elles, il faut vraiment pas les mettre dans le même panier. Et il faut que les distributeurs les traitent de manière différenciée. C'est d'ailleurs souvent le cas. Ils n'ont pas voix au chapitre, ils sont obligés de capituler, ceux-là. Alors, pas forcément, parce que ce sont eux qui aujourd'hui réalisent les fameuses marques de distributeurs qui sont en forte croissance aujourd'hui dans les rayons. Pourquoi ? Parce que les consommateurs arbitrent et donc ont plutôt tendance à privilégier des marques distributeurs qui sont souvent 10 ou 15% moins chères que les marques nationales. Donc là, aujourd'hui, oui, ce qu'évoque Michel-Édouard Leclerc, c'est en effet un dispositif législatif dans lequel on oblige le distributeur à vendre les prix de ces produits de grandes marques internationales, ce qu'on appelle au prix d'achat plus 10%, pour fabriquer finalement de la marge, pour faire en sorte cette fameuse théorie du ruissellement. Et c'est vrai, on peut lui reconnaître ça, Michel-Édouard Leclerc, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que malheureusement, ça n'arrive pas jusqu'au bout de la chaîne. Pourquoi ? Parce qu'un hypermarché ou un supermarché travaille ce qu'on appelle la péréquation de marge. C'est-à-dire que quand on gagne d'un côté, on est obligé de descendre de l'autre. Pourquoi ? Parce que vous savez que le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. Donc si vous voulez avoir des clients, il faut que vous fassiez des prix qui soient compétitifs. Et c'est ça ce qui est évoqué ici. Bien, on attend désormais le 15 mars, c'est la fameuse réponse du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Pour l'instant, on ne voit pas trop, parce que le panier anti-inflation, ça semble définitivement écarté. Par exemple, Bruno Le Maire, on ne veut pas, c'est ça l'idée. Quasiment impossible à faire. Quasiment impossible à faire, donc on verra. Est-ce que ce seront des chèques, même si on dit que le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Enfin, on verra bien ce qui sortira du chapeau. On marque une petite pause, 2 minutes, 18h41. On parle de quoi dans un instant ? On parle des bons chiffres de l'apprentissage. Ils sont tombés ce matin, ils sont très très bons. Et puis alors, une grande question. Qui veut encore devenir fonctionnaire dans ce pays ? On voit les chiffres des celles et ceux qui suivent et qui participent au concours de la fonction publique. C'est en déliquescence depuis des années. On raconte ça dans un instant. À tout de suite. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Ce soir, dans Les Pionniers, chez Fred Mazzella, nous recevrons pour le tête-à-tête l'un des plus grands entrepreneurs français. Il a créé e-France, puis Mythic, puis Angel, sa dernière société qui fait des vélos connectés fabriqués en France. Il est également l'un des tout premiers business angels. Nous aurons le plaisir de recevoir Marc Simoncini. Marc Simoncini, fondateur d'Angel et Partners et de Daphne, dans Les Pionniers, chez Fred Mazzella. Ce soir à 19h sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. Nous aussi, on parle de taureau.
Taureau, acteur boursier qui anticipe une hausse des actifs. BFM Business, première sur l'écho. Je peux pas faire mieux. Tu veux pas qu'on change la cuisine aussi? Mais pourquoi pas? Élise Desmers sur son lit de coriandre. Ou inversement. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. À Brest, 107.3. Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées dans les autres secteurs. Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie. BFM Business à Strasbourg, 106.9. C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques. BFM Business, la radio de l'info économique et financière. J'ai vu la terre nous donner tout ce qu'elle pouvait. Et puis je l'ai vu souffrir du soleil qui brûle. J'ai vu la fin arriver et les villageois partir. Puis le CCFD, Terres Solidaires, nous a accompagnés pour recultiver nos terres abîmées. Et j'ai vu les fruits et l'espoir repousser. Grâce au CCFD Terres Solidaires, Tidiane a été formée pour créer une ferme agroécologique. Faites un don pour que son histoire soit celle de millions d'autres. Ensemble, vaincre la faim, c'est possible. CCFD Terres Solidaires. BFM Business. La France a tout pour réussir. Good Evening Business, le débat. Allez, dernière partie du débat avec Frédéric Farah, avec Rodolphe Bonas, avec Samuel Botton. Bon, alors c'était le chiffre souriant du jour, hein, les chiffres des contrats d'apprentissage conclus l'an dernier en France. 811 500, plus 14% par rapport à 2021. C'est pas mal les chiffres que nous a donné le gouvernement aujourd'hui. C'est-à-dire que ça rentre dans les mœurs petit à petit. On lève les obstacles à l'apprentissage. Vous me disiez, vous avez pris 2 apprentis Je viens de boucler les recrutements cette semaine, elle commence bientôt. C'est vrai. Donc vous avez bénéficié de la fameuse aide de 6 000 euros par an. J'en bénéficie, c'est aussi ce qui m'a convaincu. Après, il y a un objectif clair derrière. C'est-à-dire quand vous prenez des apprentis, la volonté, parce qu'il faut aussi parler dans quel état on reçoit les étudiants. Ils sont très théoriques, on leur apprend des choses que nous, on pourrait synthétiser peut-être en 5 minutes. Et derrière, quand on arrive sur le terrain, il n'y a aucune connaissance de ce que peut être la gestion d'un budget, comment réaliser un plan qui soit réellement applicable, parce qu'on les forme finalement à laisser libre cours à leur créativité. C'est bien, mais ce n'est pas forcément la réalité à 100% de ce que peut être le monde du travail. L'alternance, elle est en vogue depuis un moment. Moi-même, quand j'étais étudiant, il y a 10 ans, ça commençait à monter. C'était peut-être pas aussi démocratisé qu'avant. Ça pouvait avoir mauvaise presse. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Alors après, on est sur 811 000 apprentis en 2022. Pas mal, ouais. Il y en a un quart qui ne sont pas allés au bout. Ça peut poser aussi la question de la réorientation dans les lycées notamment. Claire Aristide, il y en a aussi des apprentis? Oui. Et cette aide, en fait, finalement, c'est un vrai coup de pouce. Hein. Elle change complètement le dispositif pour faire expliquer auparavant, avant l'aide. Un contrat d'apprentissage, donc c'est quelqu'un qui fait à la fois l'école et puis en même temps qui vient à l'entreprise. Donc on l'avait à peu près la moitié du temps. Et résultat des courses, en échange de ça, finalement, le coût était quasiment équivalent à prendre quelqu'un en CDI sur des salaires petits. Là, aujourd'hui, on va pouvoir faire finalement deux apprentis pour un poste. Ouais. Et ça, c'est bien, parce qu'en fait, on va avoir une personne, ils vont se partager la tâche, et donc on peut vraiment faire quelque chose. C'est vraiment bien. Et moi, je me suis toujours posé une question sur l'apprentissage, mais peut-être qu'on va pouvoir m'éclairer, ou les établissements, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des apprentis sur des périodes très longues à full-time? C'est-à-dire, on divise l'année en 2. Finalement, on a une partie qui viennent 5-6 mois chez nous tout le temps, et puis après, ils font 6 mois à l'école, et ainsi de suite. Il y a des formats aussi d'alternance qui sont sur du 4 jours, 1 jour, avec quelquefois tous les 3 mois, des 2 semaines d'intensif ou autre. Ça, c'est bien mal aussi. Mais c'est pas partout, hein. C'est pas partout. C'est très dur à trouver, je vous l'accorde, mais il faut rendre à François Hollande ce qui est à François Hollande. C'est vrai. L'apprentissage, c'était sous son mandat. C'est vrai. Lui qui l'a fait l'aide de 6 000 euros, normalement, elle va au bout du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais après, est-ce que le soufflet va pas retomber? C'est ça aussi la question, Frédéric. C'est tout le problème des dispositifs. C'est 1, leur pérennité ou non. 2, si sur des dispositifs existants, parfois, on empile d'autres, et puis ça crée des complications, et on a du mal à comprendre un peu les choses. 3, si ça se transforme en emploi pérenne à l'arrivée, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Et tout ce qui peut venir effectivement de la formation et améliorer effectivement la situation de la main-d'œuvre sur le marché du travail et
surtout la faire acquérir des compétences nécessaires et qu'elles puissent ensuite faire en sorte que leur employabilité augmente, c'est important, surtout que nous savons que le temps d'employabilité la plus importante, c'est entre 25 et 49 ans. Absolument. Petit bémol quand même, cette hausse, nous disent les chiffres, reste portée par l'enseignement supérieur qui représente 63% des contrats d'apprentissage quand même. Donc ça reste un truc un peu élitiste, pardon de le dire comme ça, mais c'est ça quoi. Mais... Vous avez raison Guillaume, mais ça vient un tout petit peu quand même au détriment du contrat de professionnalisation, qui était beaucoup plus ciblé justement sur les élèves qui avaient un peu moins de background justement. Donc ça c'est vrai que c'est un petit... Alors Samuel, moi j'ai un petit point de désaccord là-dessus aujourd'hui, de dire on est sur des professions, des métiers, des contrats qui sont peut-être un peu élitistes. Il faut être lucide aussi sur ce que la France sait faire et ne sait pas faire. Aujourd'hui on est très bon dans les métiers de service, on est très bon dans la tech, les métiers c'est là qu'ils sont. Vous me permettez d'être chef de file des sénateurs socialistes quelques secondes. On a quoi? On a 575 000 jeunes au chômage depuis 2019 et on a 365 000 postes de cadres vacants pour les jeunes. Voilà, je vous laisse faire la soustraction, ça sera déjà partie du problème. Non, mais ce qui est intéressant quand même pour conclure là-dessus, c'est qu'on se rend compte que certaines idées associées à l'apprentissage commencent à disparaître petit à petit. Ce qui faisait le grand différentiel par rapport à l'Allemagne. J'ai l'impression que c'est les parents surtout qu'il fallait éduquer dans cette histoire. Plus mais en même temps, je dirais que même au-delà de la question de l'apprentissage, tout notre système scolaire est fondé sur quelque chose de très dualiste et problématique. C'est-à-dire que tout le monde veut mettre les enfants dans l'enseignement général. Si vous mettez les gens dans le technique ou dans le technologique, on a l'impression que c'est la relégation. Ensuite, on a... Aujourd'hui encore, chez les parents... Oui, mais bien sûr. Mais tout comme, regardez, autre chose. On a un système scolaire qui est très universitaire, qui est très particulier. Il y a l'université et les grandes écoles. Bon, ou dans les grandes écoles, quand vous voyez nos partenaires européens, ce dispositif... grandes écoles, universités, tout est fondé sur un système qui est en permanence, notre système, c'est un système dualiste et qui fonctionne comme un vaste triage permanent en tant que tel. Donc c'est pour cela que, d'une certaine façon, des termes comme technique, technologique, apprentissage, toutes ces choses-là ont été longtemps, habillées de connotations plutôt négatives. Voie de garage, je vous en passe. Voilà, donc c'est évident puisque notre système, il est ainsi fondé, comme par exemple autrefois quand il y avait les filières, mais le nouveau bac Blanquer ne change rien par ailleurs, il y avait la filière scientifique et le reste, tout s'est construit toujours comme ça. Je crois, Frédéric, on a un petit peu évolué quand même. C'est-à-dire que je crois que c'est vrai qu'on a encore ce système entre technologique et traditionnel, mais à l'intérieur même, les frontières entre universités, grandes écoles, BTS, etc., il y a eu énormément de progrès. Les passerelles existent, il y a beaucoup plus de perméabilité au dispositif. Alors ça veut dire que, et ça pour moi, par rapport à ma génération, en 20 ans, je trouve qu'on a fait des progrès absolument énormes pour les jeunes pour pouvoir permettre de faire, par exemple, vous suivez une filière BTS ou IUT, vous pouvez prétendre ensuite en passerelle pour aller sur des universités, des troisième cycles, des masters. Et ça, c'est quand même un vrai plus. En revanche, il y a encore ces laissés pour compte qui sont toutes les filières technologiques. Alors là, pour le coup, c'est des vraies voies de garage. C'est ça qu'il faut arriver. Moi, je trouve que les gosses sont moins bridés aujourd'hui que les générations. Il y a beaucoup de barrières qui ont sauté. Il y a beaucoup de pédagogie aussi qui a été faite sur l'attractivité des métiers, l'attractivité salariale. Et la rémunération qui va avec. Plombier, boucher et autres typologies de métiers, ceux que certains disent qu'on dénigre. Non, justement, ceux-là, il y a de la pédagogie qui a été faite. Et puis après, sur la question notamment des parcours, c'est ce qui est le plus intéressant aujourd'hui. Moi, quand je recrute, c'est systématiquement sur le parcours. Donc nos deux recrues en question, je n'ai même pas fait attention à l'école qu'elles avaient faite. J'ai plus fait attention au parcours de... Soft skills, comme on dit. Non, c'est même pas ça, mais c'est de voir qu'il y a quand même une envie sur un CV, du travail qui a été fait. C'est peut-être pas forcément dans la même branche, mais il y a quelque chose à en faire. Voilà pour ces bons chiffres de l'apprentissage. Il vous reste 5 minutes. Alors c'est la grande question qu'on veut poser. On remercie nos amis du Figaro qui ont mis le titre parmi leurs grands sujets aujourd'hui. Avec cette question, qui veut encore devenir fonctionnaire? Le Figaro nous dit qu'en l'espace de 20 ans, le nombre de candidats au concours de la fonction publique s'est effondré. Il y a encore 10 ans, vous aviez, disait un sondage Ipsos, 73% des jeunes âgés de 15 à 30 ans qui voulaient devenir fonctionnaires. C'est fou. Parce que sécurité de l'emploi, première motivation, intérêt des métiers, durée de travail, conditions de travail. Et vous avez aujourd'hui 177 000 candidats au concours de la fonction publique. En 97, c'était 642 000. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, la fonction publique, l'immobilisme, n'attire plus personne? C'est très compliqué. Aujourd'hui, pour attirer des jeunes, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que même dans des entreprises qui sont dans un mouvement permanent, etc., les jeunes candidats, pour en recruter énormément, ils ont en fait
une appétence au mouvement qui est absolument énorme. C'est-à-dire que l'emploi, c'est une bonne nouvelle, l'emploi à vie ne paye plus, c'est ça que ça veut dire. Ah oui, là je peux vous garantir que c'est très difficile, même de les conserver dans des entreprises dans lesquelles il y a énormément de mouvements, de technologie, etc., dans ces logiques-là, parce qu'ils ont soif de mouvement, soif d'étrangers, soif de différence, soif de diversité, soif de nouveaux métiers, soif d'apprentissage. Et c'est vrai que la fonction publique, elle a une lourdeur qui est parfois difficile à s'adapter à ces nouveaux comportements. Comment, même en 10-15 ans, ça a quand même changé du tout au tout, quoi. Déjà, la fonction publique a changé, la part des contractuels a considérablement augmenté, et que les recrutements sur mode statutaire, ne sont plus forcément... On ne recrute plus des fonctionnaires uniquement sur un mode statutaire ou de recrutement de catégorie A ou B ou autre chose. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il faut voir au-delà des appétences des uns et des autres. Il y a des tas de métiers qui sont essentiels, qui aujourd'hui recrutent moins parce que les salaires n'ont pas assez progressé, les conditions de travail, les avancées de carrière ne sont pas intéressantes. On voit bien que dans des secteurs stratégiques, justice, enseignement, éducation, etc., il y a une hémorragie plutôt inquiétante et qu'il ne s'agit pas de célébrer parce que ce sont des emplois qui sont essentiels dans l'organisation sociale et qui aujourd'hui ont du mal à recruter parce que là encore on retrouve la progression aussi en termes de salaire, en termes de carrière et donc qui fait qu'aujourd'hui, en plus, n'oublions pas, souvent on accable le privé en disant que le privé fabrique de la précarité. Le plus grand fabricant de précaires, c'est l'État. Je veux dire, il faut bien le garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'il recrute énormément de précaires et que la précarité se retrouve. Croire aujourd'hui qu'on est encore dans une fonction publique essentiellement qui est recrutée sur la base de concours et stable, ce n'est plus du tout le cas. Et donc il y a une précarité que l'État aussi a fabriquée qui est considérable. Salaire net mensuel moyen d'un fonctionnaire, alors c'est moyen parce que les grilles sont ce qu'elles sont, 2378 €. C'est un petit peu moins que la moyenne de rémunération dans le privé, 2518 €. Oui, Samuel. Alors ça dépend où on peut se trouver. Après, le problème, c'est que le fonctionnaire de demain, c'est la génération TikTok. Est-ce qu'on parle réellement à la génération TikTok pour la recruter ? On voit des clips dynamiques, on voit des opérations d'influenceurs avec Thibaut InShape en pensant que ça va pouvoir convaincre cette nouvelle génération d'adhérer, d'aller faire des concours. Non, elle n'a pas forcément envie de ça. La question que j'ai envie de poser aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement besoin des mêmes profils qu'on avait avant ? Est-ce que le monde n'a pas évolué ? Est-ce qu'il n'y a pas besoin peut-être de nouvelles connaissances, d'un peu plus de praticité, de moins de technique ? Et essayer d'aller réellement au-devant des problèmes que peuvent rencontrer les Français. Donc ça passe par la fonction publique, par les administrations. C'est aussi valoriser les magnifiques institutions que compte la France. Il y en a beaucoup, mais pour ça, il faut bien le faire. Il faut trouver le moyen de leur parler. Aujourd'hui, moi, personnellement, ça ne m'a jamais vraiment parlé. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à y trouver quelque chose. Et alors qu'il y a 2 ans encore, on nous rabattait les oreilles avec plus d'État, plus de services publics, finalement. Et c'est assez paradoxal, finalement. Est-ce que la fonction publique est aussi vectrice de création de nouveaux métiers? Parce qu'on sait que dans les 10-20 ans qui viennent, tout le tissu économique va créer ces nouveaux métiers, va les inventer, va les faire évoluer. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie remise en cause aussi du dispositif d'exécution de la mission. Et je pense que ce que disait Frédéric par rapport à cette vision-là, quand vous êtes jeune, vous dites attention, est-ce que je me lance dans quelque chose qui est dans ce mouvement et qui va fabriquer mon avenir parce que le monde change très vite, ou bien est-ce que je m'installe dans quelque chose où le métier que je vais exécuter sera à peu près le même dans les 10 ou 20 ans qui viennent. C'est-à-dire que le fonctionnaire bashing a bien fonctionné depuis une dizaine d'années, 10-15 ans finalement. Ça aussi, et pourtant, ce sont des métiers essentiels, comme le disait Frédéric. Essentiels. Oui, Frédéric, très vite. Mais si on prend, on ne vit pas que dans les grandes métropoles, mais si on prend les grandes métropoles en tant que telles, 2300 et quelque chose, est-ce que c'est considérable quand on sait que le prix du logement, de la location, c'est pas énorme. Vivre aujourd'hui avec 2300 en moyenne d'euros, c'est pas non plus des sommes mirobolantes. Je veux dire. Et les perspectives. Et les perspectives, voilà. Quand vous voyez les progressions de carrière ou même de salaire, effectivement. Donc, par rapport à ce que disait Rodolphe aussi, c'est la même chose. Donc, avec 2300 € aujourd'hui, ça interroge un peu pour les fonctions publiques. Voilà, pour ces chiffres qui sont tombés ce matin. C'est terminé pour ce soir sur ces entrefaits. Merci messieurs d'être venus ce soir à notre débat, comme tous les soirs, 18h30, 19h. Frédéric Farah, économiste, chercheur associé au Phare de la Sorbonne. Samuel Botton, Step Conseil. Rodolphe Bonas, PDG d'Aristide Retail Technologies. Merci beaucoup, messieurs. À très vite, 18h57. Dans un instant, le rappel des titres et puis les pionniers chez Fred Mazzella jusqu'à 20h. Et nous, on se retrouve lundi, 18h, avec Audrey Tcherkov pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end.